sur la clinique. L'idée de la soirée, c'était de discuter donc du maintien à domicile de personnes âgées présentant des troubles cognitifs et de faire ça de manière interactive. Donc on a préparé un cas clinique. On n'est pas allé bien loin. Il suffit de se pencher malheureusement dans nos lits et trouver des problématiques de la sorte à peu près dans un lit sur deux. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Notre assistante sociale qui est présente saura le confirmer. Malheureusement, voilà, c'est un problème récurrent avec des familles et des patients qui souhaitent rester à domicile, mais des troubles cognitifs qui compliquent fortement la chose. Voilà. Du coup, Marie-Claude, si tu veux juste. Je suis le docteur Lydia, je suis gériatre. Donc, parlons de Monsieur B. Alors voilà, donc on a mis partir d'un cas clinique d'un patient qui était dans notre établissement. Très simplement, on va vous le présenter. Et en fait, on s'est posé des questions, pour le maintien à domicile. Quels allaient être les problèmes qu'on allait rencontrer et qu'est-ce qu'on pouvait, nous, en tant que médecins, proposer. Et effectivement, soumettre aussi les difficultés que l'on pouvait rencontrer, parce qu'en fait, c'est maintenir un patient qui a des troubles neurocognitifs à domicile, c'est parfois complexe, parce qu'il n'y a pas que le patient, il y a tout l'entourage, et il y a aussi des problématiques auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, ce patient, c'est Monsieur B, 90 ans, qui présente des troubles cognitifs sur une démence de type Alzheimer. Bon, il y a une sollicitation des soignants et du corps médical concernant un maintien à domicile difficile. Ces troubles cognitifs, ils évoluent depuis plusieurs années avec une aggravation récente. Il n'y a jamais eu de suivi spécialisé avec un patient qui présente des troubles de mémoire immédiate, des troubles praxiques et des troubles phasiques débutants. Mais c'est surtout un patient qui a des troubles du comportement avec une anxiété majeure et des épisodes d'agressivité verbale. Donc c'est une phase de la pathologie qui malheureusement est assez fréquente où le patient se rend compte de ses troubles, mais les refuse en fait. Il peut en découler une agressivité, il est encore assez autonome pour se croire autonome, mais en réalité, il y a des gros trous dans la raquette. Et en plus de ça, évidemment, parce qu'il y a toujours des à côté, il est anticoagulé pour une fibrillation auriculaire. Donc tout de suite, on pense les risques de chute et tout ce qui s'ensuit. Et outre d'autres traitements, il est notamment sous nuancérine, 10 mg un comprimé matin et soir en 2 prises, et sous Atarax, un comprimé le soir, pour essayer de le calmer un petit peu. Donc, au niveau de ses conditions de vie, c'est un patient qui vit avec son épouse, qui est encore présente, très présente même. C'est sa principale aidante, elle a 85 ans et elle vient de se fracturer le col fémoral, un grand classique. Ils habitent tous les deux dans une maison de plein pied avec des aides qui sont quand même assez faibles, aide ménagère 2 heures par semaine, kiné 2 fois par semaine, et ils refusent les idées à domicile. Donc c'est assez compliqué. Monsieur estime qu'il n'y a pas de raison, il va bien. Pourquoi sur une infirmière qui s'occupe de ses médicaments, il peut les gérer tout seul. Enfin bon. Donc 2 enfants présents qui aident comme ils peuvent, comme autant que ce que monsieur accepte surtout. Et donc c'est beaucoup sa femme du coup qui doit gérer le quotidien, donc grosse charge pour sa femme, qui doit gérer pas mal de choses à la fois physiques doit gérer du stress, doit gérer des rendez-vous. Enfin c'est assez compliqué pour elle. Et en plus évidemment ce monsieur refuse d'arrêter la conduite automobile. Donc on évite les routes autour de chez lui. Et surtout, élément très important qui a beaucoup compté dans la prise en charge, c'est que ce monsieur, il est très fusionnel avec sa femme. Alors, le problème, c'est que comment faire le bilan cognitif chez ce patient qui, en fait, est très fusionnel avec son épouse, en fait. Donc, le problème de l'hospitalisation de court séjour chez ce patient,
allait engendrer de nombreuses problématiques. La majoration des troubles du comportement en hospitalisation, l'angoisse. Donc, effectivement, se posait des questions de comment on pouvait faire pire. Donc, finalement, ce patient, il a été hospitalisé avec son épouse dans l'établissement. Donc, en fait, c'était une hospitalisation, on va dire, de soutien, hein, on va dire, à la famille, ce qui a permis, en fait, de faire l'évaluation cognitive sur l'établissement dans des conditions qui étaient les moins, on va dire, mauvaises. Hein, avec sa femme qui était là, donc c'était beaucoup plus facile de pouvoir l'évaluer. Bien que faire une évaluation cognitive, ce patient séparé de sa femme, ça a demandé des difficultés. Bon, donc on a utilisé quelques biais en utilisant la rééducation. Donc son épouse était en rééducation, on a profité que sa femme soit en rééducation pour pouvoir lui faire le biais en cognitif. Mais voilà. Donc en fait, si je souligne ça, c'est que quand on a un patient qui a une maladie neuroévolutive, l'aidant principal, la relation avec un principal va quand même être importante à connaître parce que ça va nous apporter à réfléchir sur la manière dont on va faire l'évaluation du patient. Ouais, ça, c'est important, sans mettre le patient en difficulté et sans mettre non plus le soigner. Ensuite, donc, la deuxième chose sur laquelle on s'est attardé, c'était les aidants. Donc, il est très important aussi, lorsqu'on fait des consultations, enfin, lorsqu'on apprend en charge un patient qui a une maladie cognitive, d'évaluer la charge de l'aidant. Et on a la possibilité, on a des échelles, c'est l'échelle de Zarit, en fait, qui évalue le fardeau de l'aidant. Et c'est vrai que cette échelle permet justement de voir l'impact qu'a la maladie du patient sur la famille. Ensuite, on s'est retourné vers l'assistante sociale en demandant une majoration donc, des aides à domicile, en faisant une demande d'appart pour ce patient. Voilà. Alors, le problème des infirmières, puisque ce patient refusait en fait les infirmières, en fait, ça veut dire tout simplement que c'était l'épouse qui s'occupait du patient et qui l'aidait à la toilette et à l'habillage. Vous voyez un petit peu, voilà. Donc, on a utilisé un biais. Et le biais, ça a été de mettre en place l'infirmière pour l'épouse, qui sortait du SMR après une fracture du col du fémur. Donc, il y avait des bas de contention qui étaient difficiles à mettre. Bon, par ce biais-là, en fait, on a introduit l'infirmière à domicile en se disant que petit à petit, il va y avoir un lien qui va se créer. Et donc, ce lien pourra peut-être permettre que cette infirmière s'occupe aussi de monsieur. Bon, on a essayé de jouer là-dessus. Ensuite, on a effectivement pris en charge donc la famille, hein, parce que en fait, dans la famille, il y avait plusieurs enfants, dont la fille, qui était très impliquée. Et en fait, il y avait entre les enfants, il y avait une discordance, on va dire, une malentente, enfin une mauvaise entente, parce qu'en fait, la fille était bien au clair par rapport à la pathologie de son père. Par contre, le fils était beaucoup plus en difficulté. Il y avait un problème d'acceptation de la pathologie. Donc, effectivement, nous avons rencontré les enfants en expliquant la pathologie, l'évolution de la pathologie. Et on a essayé d'expliquer aussi à la fille qui était très demandeuse de mettre en place, de sortir son père du domicile, qu'il y avait une grosse problématique, et la grosse problématique, c'est cet état fusionnel avec son épouse. Et que si on le sortait, si on l'amenait par exemple à des accueils de jour, ça allait être très complexe, parce que ça allait le mettre, lui, dans une situation d'échec, en grande anxiété, et donc on n'aurait pas forcément le résultat escompté. Donc, on a proposé dans un premier temps de mettre en place, en fait, des aides, comment dirais-je, alors là, on a proposé petit-fils, mais c'est comme ça, à des personnes qui étaient formées à venir à domicile, par exemple 2 heures par jour, pour prendre en charge monsieur. Voilà, à domicile, en présence de sa femme, pour que progressivement, en fait, sa femme puisse faire ce qu'elle avait à faire et que la personne qui s'occupait de l'époux puisse rester avec son époux. Voilà. On a essayé, en fait, de mettre des choses en place pour rassurer, pour éviter de mettre le monsieur en échec et dans une grande anxiété. En espérant que ça permettrait à un moment donné de sortir monsieur du domicile. Ça se verra, on verra. Ce qu'on a proposé aussi pendant l'hospitalisation, c'est un suivi de l'épouse, au niveau psychologique, pour pouvoir qu'elle puisse se libérer, dire les choses qu'elle avait à tout. Et donc, voilà. Et après,
la famille a été revue à plusieurs reprises pour que justement elle puisse entendre l'évolution de cette pathologie et les différents stades auxquels auxquels ils allaient être confrontés et les solutions qu'ils devraient prendre à un moment donné, entre autres, le moment où il faudra peut-être penser à l'EHPAD. Voilà, pour qu'il y ait une prise en charge un petit peu plurielle. Donc ça c'était la partie, on va dire, plus encadrement, famille. Après, en parallèle, on s'est aussi penché évidemment sur le patient lui-même. Il y avait des choses à faire. Donc la première chose, c'était adapter les thérapeutiques médicamenteuses pour essayer de prendre en charge au mieux les problématiques d'agressivité et diminuer au maximum le risque d'effets secondaires. Donc avec d'abord un switch de la myocérine par Norset et de l'Atarax par du Seresta. On sait que notamment l'Atarax est quand même mal toléré chez la personne âgée, donc il faut éviter autant que faire se peut. Diminution de l'agressivité, notamment envers sa femme, une agressivité qui était souvent dirigée vers sa femme. Et puis au-delà de ça, on a essayé de proposer une prise en charge non médicamenteuse à domicile, donc encore une fois dans les limites de l'acceptation, voilà, mais avec un travail qui peut se faire au fur et à mesure. Donc on a essayé de préparer tout ça, donc comme disait Marie-Claude, avec l'orthophoniste à domicile. Je sais plus si d'ailleurs ils avaient pu trouver, parce que les problématiques c'est aussi en trouver, hein. Donc là, il faut se tourner vers la CPTS dans ce cas-là pour nous aider. Les séances des âges, qu'à 15 par an. Les orientations vers les associations, fibromyalgie Alzheimer et autres. Les accueils de jour, en les prévenant que ce ne serait pas forcément une solution immédiate, comme pour les raisons expliquées par Marie-Claude, avec pour l'instant un refus, mais à terme, effectivement, une possibilité quand le stade de la pathologie le permettra, on va dire. Apportage des repas pour essayer d'alléger aussi la charge de sa femme, hein. Et puis l'évocation de la nécessité d'adapter le domicile parce que tout n'était pas sans risque, on va dire, à la maison. Et le patient, se sentant encore complètement autonome, il était tout à fait capable d'aller allumer la gazinière et puis d'oublier le gaz, hein, voilà. Donc voilà, il a fallu un peu encadrer tout ça. Et puis évidemment leur proposer une réévaluation régulière. Et, point important, la conduite automobile. Alors, il y a toujours la problématique de la conduite automobile hein, au niveau de ces patients. Alors, bon, là, souvent, ils refusent d'entendre ce qu'on dit. Alors, juste, je mets quelques points, là, en fait, hein, pour vous expliquer. Alors, il y a eu un arrêté qui avait été fait en 2022, qui a été revu en 2024, parce qu'en fait, il y a un groupe de la Société française de gériatrie qui s'est penché dessus, qui trouvait que l'arrêté de mars 2022 était un petit peu trop strict pour les personnes âgées, parce qu'il faut quand même se dire qu'une personne âgée à qui on enlève l'automobile, ça veut dire qu'on enlève son moyen de sortir. Et il se retrouve donc coincé chez lui, en fait. Et il y a une part de contact social. Voilà. Donc, c'est vrai que le groupe donc, de la Société française de gériatrie a insisté sur le fait que la conduite, ça pouvait aussi être un mode pour la personne âgée de sortir, de se socialiser. Donc, en fait, actuellement, la conduite est pas alors déjà, un médecin ne peut pas interdire la conduite. Il n'y a que le médecin agréé de la préfecture qui peut dire si signifier une inaptitude à la conduite, sachant que l'inaptitude peut être de courte durée, 6 mois, 1 an, voilà. Sachant qu'il peut y avoir aussi des adaptations en fait à la conduite. Ça peut être par exemple sur un périmètre réduit, pas de nuit, accompagné, voilà. Donc ça, c'est le médecin agréé qui peut le préciser. Le médecin ne peut en aucun cas signaler que le patient n'est pas apte à conduire, parce que c'est le secret médical en fait hein, qui va être rompu. Donc ça, par contre, ce que le médecin peut faire en consultation, c'est de signifier au patient, de signifier éventuellement à l'accompagnant, en disant que non, ça peut le mettre en danger, qu'il vaudrait mieux qu'il évite de conduire, et le tracer dans le dossier. Ça, c'est important, parce que au niveau voilà. Ensuite,
En général, maintenant, alors pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il faut mettre en évidence des fonctions exécutives. Donc, par exemple, je vais faire une horloge et que si l'horloge est pas très très bonne, bon, se dire qu'effectivement, au niveau de la conduite, ça peut être difficile. Après, il y a d'autres tests comme le TNT ou le MOCA qui peut aussi nous orienter vers justement l'aptitude dans la conduite. Ça, c'est la première des choses. Après, vous pouvez aussi, si vraiment vous sentez qu'il y a une difficulté à la famille d'accepter le fait que le patient ne puisse plus conduire, qu'il soit inapte, vous pouvez leur proposer de prendre rendez-vous avec un médecin expert, en fait, agréé, voilà, et pour que lui, ce médecin, puisse leur prouver qu'en fait, il leur expliquer les difficultés qu'il y a à la conduite chez ce patient. Après, si vraiment on ne peut pas et que vous sentez que vraiment le patient a des troubles cognitifs qui sont tels qu'il peut se mettre en danger et mettre les autres en danger, on peut prendre, ce qu'on a mis, des mesures dans l'urgence. C'est-à-dire qu'on met le véhicule hors service. Voilà. Chercher les clés, perdre les clés, la batterie qui ne fonctionne plus. Bon, voilà. Ça peut permettre le temps si vous pensez qu'il y a un risque majeur. Hein, voilà. Parce que bon, c'est vrai que la conduite automobile, c'est quand même un problème auquel on est souvent confronté. Hein. Voilà. Voilà. Il ne faut pas. Après, je pensais à la conduite automobile, mais autre chose. Par exemple, si le patient, parce que je pense ici, si le patient est un ancien chasseur, vérifiez qu'il n'y ait pas de fusil à domicile. Ça, je vous le dis, parce que bon, ça peut malheureusement, voilà, avec les cartouches, donc enlever les cartouches. Alors, c'est des petites choses comme ça auxquelles on ne pense pas, mais effectivement, voilà, ça peut être problématique. Donc, petite évolution. Un an après, donc amélioration modérée du comportement, mais aggravation des troubles cognitifs. Donc là, on rentre dans une autre configuration, on va dire, du maintien à domicile difficile, qui sera plus sur l'inaptitude, enfin la perte d'autonomie, plus que sur l'agressivité et le refus de soins. Donc du coup, il y a une amélioration de la compliance, donc on est content pour ça, mais une augmentation de la dépendance. Donc, que faire? Bon. Donc la question de l'anticoagulant se repose. Donc voilà, tout bêtement, on la réoriente vers le cardiologue, qui après a donné son avis sur le maintien ou non de l'anticoagulant. Mais voilà, il y a un rapport bénéfice-risque à peser, et une réévaluation fréquente à faire, parce que ces patients évoluent, que ce soit des adaptations de dosage ou des switches si on voit qu'il y a une inefficacité du traitement proposé. Au niveau IDE, donc là, le patient a fini par accepter l'IDE qu'il a apprivoisé, entre guillemets. Demande d'aggravation d'APA devant l'aggravation de la dépendance. Une adaptation du domicile où là, finalement, le patient a accepté qu'on retire tout ce qu'il fallait retirer. Et là, c'était un stade où on pouvait reproposer l'accueil de jour avec un patient qui, pour le coup, était moins dans l'opposition. Et puis une autre solution aussi, c'était évoquer l'existence de séjours de répit, que ce soit en EHPAD, en SMR ou autre, et toujours continuer à prendre en charge sa femme. Mais malheureusement, la suite prévisible, ce qui n'est pas encore le cas, mais il faut préparer la famille à ça, c'est qu'il y a un risque d'évolution important vers un maintien de domicile qui soit impossible, avec du coup l'importance, et c'est vraiment très important, de préparer les familles en amont, parce que c'est que nous, les patients, arrivent souvent avec déjà souvent un déni du stade de la pathologie. Ils arrivent chez nous en disant mais non, mais vous l'auriez vu il y a 10 jours, il fait des parties d'échecs. Bon, en même temps, il est quand même noté qu'il a eu 4 hospitalisations dans le cadre de sa démence. Non, non, mais ça c'est rien. Bon, voilà. Donc il y a souvent un peu un déni, et puis une sidération face à l'événement, et quand ils finissent par réaliser, et du coup un mécanisme de deuil de la famille, de la vie d'avant, qui est assez long et qui ralentit la mise en place des mesures nécessaires, donc en l'occurrence régulièrement la mise en place d'une entrée en EHPAD. Voilà. Donc importance de suivre des familles en tant que soutien, mais aussi en tant que préparation. Si tu veux dire un mot sur les grilles d'arrivée.
Donc, la grille Zarit, c'est une grille qui permet d'évaluer en fait le fardeau de l'aidant. Donc, en fait, c'est un outil qui va permettre de calculer la charge émotionnelle, physique, financière, donc qui va être ressentie par la personne, donc par l'aidant, pardon, d'une personne âgée qui est dépendante. Voilà. Donc, ça permet d'évaluer différents stades, en fait, de léger à modéré jusqu'à sévère. Voilà. Donc là, on vous a mis les chiffres, faibles, légères. Voilà. Alors, en général, moi, ce que je fais en consultation, c'est que je donne la grille au accompagnant pendant que moi, j'évalue le patient. Voilà. Comme ça lui permet, lui, de s'occuper, d'avoir l'esprit sûr et remplir la grille. Et moi, pendant ce temps, j'évalue donc le patient. Et ensuite, ça me permet, une fois que je récupère la grille, de voir effectivement, parce que c'est lorsque vous les interrogez, des fois c'est minimisé, des fois c'est un petit peu. Voilà. Donc on n'a jamais vraiment la véritable intensité. Et c'est vrai que cette grille Zarit permet. Et ça permet également, lorsqu'on les suit en consultation, de les refaire et de voir un petit peu si ce qu'on a mis en place a permis d'alléger, d'améliorer, ou au contraire, si pas du tout, on est tout à fait dans le faux, peut-être il faut qu'on revoie notre copie. Donc c'est intéressant pour ça. Voilà. Oui, donc j'ai fait une petite diapo pour vous. Bon, il y a eu de nouvelles recommandations pour la prise en charge donc des symptômes psychologiques comportementaux dans les maladies neuroévolutives. Alors en fait, c'est la date de 2024, le 21 septembre 2024. C'est des recommandations qui ont été faites avec la Société française de gériatrie, la Fédération des centres mémoire et également les sociétés de psychogériatrie. En fait, voilà. En fait, je vous ai mis que quelques items. Alors, je ne sais plus combien de pages, je crois qu'il y a une 120 pages. Donc, je ne vais pas, pas du tout. Juste, j'ai mis quelques petits points qui me semblaient importants. Déjà, il y a une place donc des interventions non médicamenteuses qui est reconnue, dont l'art-thérapie, la musicothérapie, voilà. Et également l'intervention des animaux aussi, la médiation par l'animal aussi, donc qui ont toute leur place dans la prise en charge donc des symptômes comportementaux dans ce cadre de ces pathologies dégénératives. Il y a aussi un point important sur ce qu'on appelle la psychoéducation des aidants. Donc en fait, apprendre aux aidants, former les aidants et les soutenir tout au long en fait de l'évolution pour qu'ils puissent comprendre l'évolution de la maladie, qu'on ne se retrouve pas, comme disait Thomas, avec des familles qui vous disent mais il y a 10 jours, il était très bien, et il faisait tout seul, il n'y avait pas de troubles. Alors qu'en fait, les troubles étaient déjà présents et qu'en fait, quoi. Bon, il y a un déni, c'est certain, mais effectivement, cette psychoéducation des aidants est importante, tout en faisant un soutien aussi des aidants. Après, bon j'ai mis quelques critères, mais bon, ça c'est, on ne disait pas d'indication de tiers pridal. Effectivement, la clozapine, c'est en dernière intention. Il n'y a que dans certaines pathologies, faute les démences à cordes Lévy et les démences parkinsoniennes. Les antidépresseurs, donc ceux qui étaient privilégiés, c'était la sertraline, Norset et citalopram. Et c'est vrai que dans les anxiolytiques, c'est Resta et Xanax, entre autres. Ce que je voulais vous dire aussi, en fait, dans ces recommandations, ce soit les neuroleptiques, si on est obligé de les mettre, si on est devant des situations psychotiques, des symptômes psychotiques, effectivement, les neuroleptiques doivent être réévalués. En général, la durée, c'est maximum 3 mois. Bon, après ça, c'est en théorie, mais des fois, malheureusement, on ne peut pas faire autrement quand on a des patients à domicile qui sont ingérables. Voilà. Bon. Après, c'est... Si ça, mais ça, c'était par rapport à la connexion. Je vais mettre sur l'horloge, peut-être. Voilà.